Irréductibles moines orthodoxes, la Grèce médiévale sous influence, rendons-nous dans des lieux parmi les plus fascinants que des hommes baignés de religion ont créés. Le mont Athos et les météores, nous sommes en Grèce dans des paysages à couper le souffle. C'est là que se sont installés des moines au Moyen-Âge. La Grèce antique s'ébatte, la Grèce médiévale, c'est passionnant aussi. Vincent Desroches, bonjour. Bonjour. À quoi ressemble le mont Athos ? Le mont Athos, d'abord, est une péninsule, géographiquement assez étonnante, parce que un petit bout de terre plate la relie à la calcédique, mais ensuite, le mont Athos proprement dit, qui est vers le sud, est très élevé, plus de 2000 mètres, alors qu'on est au bord de la mer. Donc, c'est une péninsule qui se distingue par une relative difficulté d'accès. En fait. Et c'est certainement l'une des raisons des installations monastiques, au départ. Ils se sont installés là, nous sommes au nord de la Grèce, dans ce paysage magnifique. Il faut le dire, nous sommes en pleine nature, c'est important de le dire, non pas simplement pour évoquer la beauté de ce lieu, mais parce que les moines qui viennent s'installer là sont aussi en recherche d'une séparation du reste du monde. Oui, jusqu'à un certain point tout au moins, car c'est aussi l'ambivalence, justement, monachisme orthodoxe là-dessus. On a du mal à voir quand exactement a commencé l'occupation monastique. Certaines légendes les font remonter au IVe siècle, mais c'est pratiquement exclu. En revanche, qu'il y a eu dès le 7e et surtout à peu près clairement au 9e siècle au plus tard, c'est absolument certain. Au départ, semble-t-il, plutôt des ermites, entre guillemets, c'est des toutes petites communautés qui ne se présentent pas comme ce que nous appelons, nous, un couvent cénobitique en Occident, comme les couvents bénédictins, si vous voulez, et comme il y en a d'autres dans le monde byzantin. Et peu à peu, ça a grandi, et justement, à l'approche de l'an 1000, sont arrivés de grands couvents, ceux que nous avons encore sur l'île jusqu'à maintenant, dans une continuité très impressionnante, chronologiquement. Oui, c'est ça qui nous interpelle, toujours dès qu'il est question de ces monastères du mont Athos. Eh bien, vous avez évoqué ces premiers ermites, alors peut-être au 7e siècle, sans doute, à ce moment-là, ces communautés qui se développent. Ludivine Voisin, bonjour. Bonjour. Au moment de parler de ces monastères grecs, nous parlons du mot Athos, c'est un lieu très précis. Bien sûr, nous pouvons changer d'échelle. Ces monastères se trouvent un peu partout. Nous avons d'autres similitudes dans l'idée d'être isolés, d'être sur un lieu très particulier. Oui, alors moi je travaille sur une période pas strictement byzantine, la période de la domination latine après les 3e et 4e croisades. Nous retrouvons effectivement à cette époque-là cette logique de recherche de la solitude. On a toujours des ermitages. De manière générale, de toute façon, le monachisme orthodoxe est rural. Donc il y a toujours cette recherche effectivement de l'éloignement. On a très peu de fondations en fait dans les villes. Oui, c'est ça. Et puis il faut rappeler que ce monachisme n'est pas en Grèce, naît du verbe naître, il n'est pas en Grèce. Vincent Desroches, si nous refaisons une petite histoire de ce mouvement-là, nous sommes plutôt en Égypte. Nous sommes en Égypte et dans le monde syrien en général, Syrie au sens large, ça inclut la Palestine, des parties sont de l'Irak et de la Turquie actuelle, et c'est très clairement là qu'au plus tard au IVe siècle se prend forme le mouvement monastique qui en fait a un antécédent très certainement au IIIe. Mais c'est un produit d'importation qui arrive assez vite. En partie, la fondation de Constantinople fait une importation de Syriens et d'Égyptiens et donc de moines. On voit apparaître des monastères très rapidement à la capitale et justement l'Athos va prendre à partir du Xe siècle une fonction de monachisme, disons, liée à la capitale, malgré une relative distance. Alors qu'auparavant, c'était plutôt dans l'Asie mineure en face, en Bithynie, qu'on avait des monastères de gens extrêmement liés au milieu constantinopolitain. Oui, parce que là, nous parlons des monastères et tout de suite, cela évoque un passé lointain, etc. Il faut rappeler à combien, au IVe siècle, c'est une révolution, c'est une nouvelle pratique. Et combien, quand ces moines s'installent sur le mont Athos, eh bien là aussi, c'est une nouveauté. Ce qui nous paraît vieux aujourd'hui, à un moment, était nouveau. Allez, direction le mont Athos. Au cœur de la Méditerranée, le mont Athos, tel un Tibet européen, abrite depuis 10 siècles ses trésors et ses secrets derrière les hautes et épaisses murailles de ses monastères. Dès le début de l'ère chrétienne, ermites et moines vagabonds sont venus vivre dans cette région tempérée. Aux environs de l'an 1000, Athanase l'Athénite fonde la Grande Lavra,
le premier de tous les monastères dispersés sur la presqu'île où vécurent à certaines époques près de 10 000 moines. Le mont Athos est situé au nord-est de la Grèce, plus éloigné d'Athènes que de Constantinople, dont il a toujours subi l'influence. Il est placé comme un promontoire dans la mer Égée, au centre du monde orthodoxe, petite province religieuse de 50 km de long, la Sainte Montagne aux 20 monastères, à son gouvernement autonome. Les moines du mont Athos, présentés dans le film de Jacques Valentin en 1953. Bien sûr, depuis ces moines fascinent sans cesse, depuis qu'ils se sont installés là-bas, parce que le lieu est exceptionnel. Mais alors, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons besoin, malgré tout, de rappels chronologiques. Cet empire romain est divisé en deux. Vincent Desroches, comment se construit cette Grèce médiévale? Parce que le Moyen-Âge, c'est une période très longue. Donc, rappelez-nous tout cela. Alors, la Grèce médiévale byzantine se construit d'abord dans la douleur, parce qu'il y a une grande crise qui intervient plus tard qu'en Occident. En gros, c'est le 7e siècle, alors qu'en Occident, c'est le 5e. Et ça culminera avec l'invasion arabe à l'Est, qui en fait occupe pratiquement tout ce qui est à l'Est de la Turquie actuelle. Mais ce qu'on sait souvent moins, c'est que dans les Balkans, il y a une grande infiltration de populations slaves et aussi des Avars qui sont comme des cousins des Huns, qui remettent en question la domination byzantine sur la Grèce, qui ne sera plus que légère pendant quelques siècles, accrochée à des points d'appui et aux plaines. Et il y a une petite interruption dans beaucoup de régions. Alors justement, il y a des régions qui restent parfaitement sous contrôle byzantin. Thessalonique est un exemple évident, mais pas seulement, les villes du littoral. Et l'Athos va sans doute faire partie des endroits peut-être de repli. Et ça peut expliquer effectivement qu'on voit apparaître des moines à ce moment-là, face à l'insécurité du continent. Et ensuite, à partir d'une fin 9e, la reconquête byzantine sera quasi complète sur toutes ces régions. Oui, parce que il y a deux lectures à avoir. Elles sont nécessaires. Cet empire romain qui se divise en deux au IVe siècle, d'un côté Rome, de l'autre côté Constantinople. Ludivine Voisin, dans cette lecture, il y a aussi la lecture religieuse à avoir pour des moines installés en Grèce. Vers qui faut-il se tourner? Vers Rome ou vers Constantinople? Il est question aussi, de hiérarchie presque. Alors vers qui se tourner? Alors, je vais remettre en contexte la période sur laquelle j'ai travaillé, qui est une séquence de l'histoire de la Grèce médiévale qui s'étale sur plusieurs siècles, de 1191 à 1797. Alors on appelle cette période la Grèce latine, latinocratie, francocratie. Ça n'est plus à strictement parler la Grèce byzantine, puisqu'elle n'est plus sous domination de l'empereur byzantin ni du patriarche de Constantinople. Donc cette séquence, elle est très très longue. Et effectivement, les Latins conquièrent pratiquement tout l'empire byzantin à partir de la Troisième Croisade. Et ils intègrent de fait une grande partie de la Méditerranée orientale et ses Grecs à la juridiction pontificale. Donc de fait, la papauté, dans ces territoires conquis par les Latins, est l'autorité suprême. Et il se trouve que des moines s'adressent à la papauté pour obtenir une protection de leurs biens, de leurs personnes, encore des exemptions. Et pour la papauté, c'est une très bonne opération parce que, évidemment, elle étend sa juridiction, son territoire sur la Méditerranée orientale et elle montre, en tout cas, elle peut prétendre désormais à une autorité universelle. Donc ces moines vont utiliser une stratégie tout à fait intelligente, c'est-à-dire se tourner vers Rome pour protéger leurs biens, leurs personnes. Malgré tout, si officiellement les liens avec le patriarcat de Constantinople sont rompus, on a des témoignages de liens spirituels entre ces moines sous juridiction pontificale et les moines qui sont restés dans l'Empire byzantin. Par exemple, on a une note dans un manuscrit liturgique d'un monastère de Chypre qui rappelle que le jour de la fête de l'exaltation de la croix, le 14 septembre, on doit commémorer l'empereur et le patriarche de Constantinople. Alors qu'on est au XIVe siècle, on est à Chypre, dominé par un roi latin, un Lusignan, mais on conserve en fait ce lien, cette unité de la foi avec les orthodoxes.
Oui, c'est un monde complexe parce que c'est un monde de carrefour, vous l'avez dit, Vincent Desroches. Nous parlons de Grecs, mais il y a d'un côté les Byzantins et puis il y a tous ces peuples des Balkans, du Nord. C'est un monde complexe, c'est un monde passionnant. Ces moines qui se sont installés au 7e siècle sous forme d'ermites et ces communautés qui se constituent dès le 10e siècle, se posent-elles ces questions-là vers où se tourner? Est-ce vraiment une préoccupation ou sont-elles en train de se construire dans la foi? Au 10e siècle, nous sommes à un moment complexe de cette histoire des religions. Alors, il n'y a peut-être pas d'interrogation existentielle forte, mais il y a effectivement des volontés de rattachement qui sont bien connues. Et aussi, l'Athos, paradoxalement, qui est isolé géographiquement, ça se voit, lorsqu'on le visite, on le constate, parce qu'il est accessible par bateau, est en fait pas si loin de Constantinople, de l'influence impériale, et comme il devient célèbre, et qu'il y a du terrain possible, il va devenir international de facto, avec, dans le courant des siècles, 11e, 12e et encore après, de la fondation de nouveaux monastères qui sont souvent liés à des ethnies différentes, qui ne sont pas byzantines en particulier, mais qui sont orientées vers Byzance, et en fait ce sont souvent les Slaves. C'est-à-dire la fondation du monastère bulgare de Zographou, celle du monastère serbe de Chilandar, qui a des liens avec Vatopédie, qui lui est purement byzantin, et qui va jouer un rôle essentiel, en particulier de transmission, de traduction des textes grecs en slave, et de transmission de la littérature. Le monastère dit des Ibères est en fait un monastère géorgien plus ancien, fondé juste après la fondation de la Grande Laure, par des officiers d'origine géorgienne de l'armée byzantine, et qui va devenir au XIe avec Euthyme la Jurite un lieu énorme aussi de traduction de la littérature byzantine en géorgien. Il y a même le petit monastère amalfitain qui est bâti peu après et qui en fait est latin, mais comme on est avant le grand schisme, ça ne pose aucun problème. Personne, Amalfi, théoriquement sous la dépendance, si vous voulez, de l'Empire byzantin par une sorte de suzeraineté, et il n'y a pas d'altérité entre des moines latins et les moines byzantins à cette époque. Et même ça va continuer, puisqu'ils sont encore là, sont été jusqu'au XIIIe, mais ça reste toujours petit. C'est pas parce que le vivier amalfitain est très petit, ça va peu à peu disparaître. Après 1204, ce serait autre chose, les problèmes que ça pose. Et vous avez même des monastères qui reçoivent, mais ne sont pas consacrés à cela, les Roumains, les Russes font ça à Saint-Panthélémon. Bref, c'est du coup un lieu d'échange et de rayonnement culturel. Et en un sens aussi, pour un grand groupe orthodoxe de l'époque, il fallait y être. Oui, c'est ça. C'est un lieu de communication beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Il y a une vingtaine de monastères sur le mont Athos. Des grands monastères, sans compter les petits ermitages qui sont souvent en position de satellite, qui sont plus proches d'ermites, disons, de vie presque solitaire, mais qui en réalité sont toujours appuyés par les grands cénobioles, les grands monastères, qui eux sont en revanche de taille imposante. C'est passionnant d'imaginer que sur ce mont Athos, il y a ces différents monastères avec des origines, des peuples différents qui communiquent. Et vous l'avez évoqué, Vincent Desroches, il y a des dates essentielles dans cette histoire, et parmi ces dates, il y a celle de 1054, le schisme. Et nous arrivons au fameux schisme de Michel Cérulaire, 1054. À ce moment, les deux églises sont depuis un siècle en état pratique de séparation, lorsque les intérêts de Byzance en Occident suggèrent à l'empereur byzantin, Constantin Monomaque, de solliciter les services politiques du pape. Le patriarche du moment, Michel Cérulaire, redoute que ce rapprochement ne se fasse aux dépens de ses privilèges. Sournoisement, il lance dans la chrétienté le brûlot des abus latins. Rome envoie à Constantinople un bouillant légat, le cardinal Humbert, dont le patriarche a vite fait d'user la patience. Le légat, dans un mouvement de rage, excommunie le patriarche et s'en va. Cérulaire, non moins solennellement, lui retourne l'anathème. C'était le 16 juillet 1054. Voilà, c'est Jean Gouillard qui s'exprimait dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident 1958 à propos du schisme. Vincent Desroches, je me pose, j'essaye de bien comprendre. L'Empire romain est divisé en deux au IVe siècle, très bien. En 1054, maintenant c'est une autre division qui s'inscrit dans cette histoire-là. C'est une division religieuse. Oui, qu'il faut en même temps modéré. La pensée comme totale serait certainement excessif. Disons que bien sûr, la partie occidentale
a évolué dans les royaumes germaniques, une division politique qui apparaît très tôt, dès le 5e siècle, comme on le sait. Alors, du point de vue ecclésiastique, il n'y avait pas de rupture, et pendant longtemps, jusqu'au 8e, la papauté est restée un territoire byzantin. Byzance contrôlait l'Italie du Sud et le centre, et ensuite la papauté est passée sous le patronage carolingien, mais en restant pratiquement autonome. Et il n'y avait pas l'idée d'une rupture entre les deux églises, s'appelant traditionnellement, on reconnaissait bien sûr à l'évêque de Rome une domination sur toutes les régions latinophones, à peu de choses près, mais c'était simplement, on ne se posait pas le problème d'une rivalité, d'une concurrence ou d'une divergence théologique. Juste au IXe siècle, le patriarcat de Photius a posé pour une première fois le problème de petites divergences, mais ils ont été résolus. Et alors le schisme de 1054 fait réapparaître certains de ces éléments, fait réapparaître aussi le fait que les contacts entre Byzance et l'Occident, au lieu d'être limités à tout petit nombre d'ambassadeurs de commerçants, deviennent importants. Parce que les commerçants occidentaux et aussi les mercenaires occidentaux deviennent nombreux à Byzance, et on constate tout simplement que les usages religieux ne sont pas les mêmes, et ça questionne beaucoup les Byzantins, beaucoup plus que les Latins. Ils se demandent si ces chrétiens sont bien tout à fait encore adéquats à tout point de vue. Alors néanmoins, cette décision est très liée à la politique personnelle de Michel Cérulaire, qui sera déposée peu après, en instance de déposition. Il meurt à temps, si j'ose dire, pour éviter la déposition. Et la présentation de Gouillard est un petit peu anti-cérulaire, peut-être excessivement. Oui, c'est vrai parce que j'aime beaucoup que ces querelles byzantines, Jean Gouillard, qui a été directeur d'études à l'école pratique des hautes études, ces querelles byzantines se retrouvent aussi chez les historiens à propos de l'histoire même de Byzance. Nous avons ici malgré tout une rupture. Vincent Desroches, vous l'avez évoqué, sur des détails théologiques très bien, des pratiques, et ça c'est plus intéressant, et puis la langue. C'est la grande rupture aussi entre le latin d'un côté et le grec de l'autre. Oui, alors la rupture linguistique est ancienne, puisque le latin disparaît progressivement en Orient, où il a été resté la langue juridique jusqu'au 6e, 7e siècle, et reste parfois dans la chancellerie impériale une langue de référence qu'on cite. Néanmoins, ça ne posait pas de problème majeur en Orient, pour les Byzantins, parce que les Byzantins avaient une longue habitude d'avoir d'autres chrétiens, les Coptes, les Syriaques, les Arméniens, les Géorgiens, qui souvent concélébraient avec eux lorsqu'ils étaient d'accord sur le credo, parce que c'est aussi d'autres questions. Donc il n'y a pas l'idée d'une langue obligatoire, tandis que la situation linguistique en Occident va sacraliser le latin, si j'ose dire. C'est la seule langue sacrée, tout simplement. Et là, effectivement, au XIe siècle, on voit que les latins sont méfiants vers ces gens qui font la liturgie dans une autre langue qu'eux. Lorsqu'il était question de convertir la Bulgarie au IXe siècle, l'un des points d'achoppement qui ont fait que les Bulgares se sont ralliés plutôt aux Byzantins, c'est que les Byzantins ne voyaient aucun inconvénient de liturgie en slave, tandis que pour les Latins c'était inconcevable. Tout en latin, s'il vous plaît. Donc la question linguistique existe de ce côté-là, du côté occidental, si j'ose dire. En revanche, effectivement, on a l'impression que les Byzantins sont très soucieux de certains rituels latins qu'ils soupçonnent en quelque sorte d'impureté, si j'ose dire, d'inexactitude, et du coup de mise en doute des sacrements. Pour ces moines grecs, notamment ceux du mont Athos, au moment du schisme de 1054, bien, avec tout ce que vous venez de dire, je me dis que eux ne se sont pas vraiment posés de questions. Faut-il se rallier au pape ou au patriarche de Constantinople? Non, en fait, ils sont restés ce qu'ils étaient. Tout à fait, donc plus que à l'époque-là, il n'y a pas de dispute possible. Il est évident que le pape en 1054 ne revendique pas une juridiction quelque part en Orient. Le problème a changé, mais plus tardivement, comme vous le direz son de même voisin, lorsque s'est posé le problème de la réunion des églises qui avaient subi le schisme, en particulier lorsque les Byzantins ont tendance à se rendre compte qu'ils ont besoin du soutien militaire des Occidentaux. Et donc là, on entre dans une dialectique complètement différente, mais c'est pas avant le XIIIe siècle que le problème se pose. Pendant ce temps-là, les moines prient. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Alors, nous entendions ici un chant traditionnel grec venu d'un codex conservé au monastère d'Iviron. Donc là, nous sommes sur le mont Athos. Un chant du XVIIe siècle. Les moines prient. Les moines prient sur le mont Athos. Malgré tout, ils assistent, parce qu'on pense souvent que les moines sont enfermés dans leur monastère et ne regardent pas le monde autour d'eux. Mais non, au contraire, ils regardent le monde autour d'eux. Ils assistent aux divisions. Vous nous avez dit, Vincent Desroches, que Byzance a besoin d'un appui militaire occidentale, notamment face à la pression de tous ceux qui arrivent par l'Est. Comment s'inscrivent ces moines dans ces différentes pressions, tensions qui apparaissent de plus en plus fortes au XIe, XIIe, XIIIe siècle? Alors, il n'y a pas au début, me semble-t-il, de spécificité de la réaction monastique par rapport au reste des Byzantins. Quand vous êtes au XIe siècle, ce n'est pas un enjeu. L'un des contradicteurs du légat latin Nicetas Tetatos est un moine, mais comme la plupart des théologiens byzantins sont des moines, c'est assez normal, si j'ose dire. Il y aura une spécificité jusqu'à un certain point, disons, à partir des tentatives d'union voulues par l'empereur Michel Paléologue déjà au Concile de Lyon 1276, si je dis pas de bêtises, ou 1278, parce que ça va créer une résistance, les Byzantins ayant l'impression qu'on leur impose, en fait, des rituels religieux, même à la limite une foi qui n'est pas vraiment la leur. Et là, tout simplement, on va se vérifier un point qu'on connaît bien dans l'histoire religieuse byzantine. Les évêques ont beaucoup de mal à être autonomes par rapport au pouvoir impérial. Les monastères sont quand même fondamentalement des propriétés privées qui sont intégrés de façon assez lâche, souple à la hiérarchie ecclésiastique, même ils n'y sont pas vraiment, c'est plutôt des groupements de laïcs au départ qui se donnent leurs propres règles, donc il est beaucoup plus facile pour eux de contredire la politique impériale. Et il n'est pas étonnant de constater que dans les crises qu'il y a au sujet de l'Union, donc à partir de la fin du XIIIe, puis ensuite pendant tout le XIVe et le XVe, c'est souvent les moines qui sont l'origine de la contestation, ou les réservoirs, disons, d'opposition. Oui. Et qu'ils semblent aussi orienter presque plus efficacement que les clercs normaux la masse de la population dans ce sens. Parce que on connaît bien la situation vers la fin, au XVe siècle, il est clair que les anti-unionistes ont gagné la majorité de la population à leur vue. Ça, alors qu'au début, c'était peut-être pas absolument certain. Et puis, dans cette histoire, il y a le regard que nous portons sur les moines du mont Athos, très localisé, et puis d'un seul coup, nous prenons de la hauteur et nous nous rendons compte que nous sommes en pleine croisade. Des reliques de saints furent jetées hors des chasses précieuses en des endroits vils, comme des objets souillés. Ils ont fouillé les tombes de saints ou autres personnages, empereurs et impératrices. Ils ont dévoilé les secrets de la nature et pillé dans les tombes toute parcelle d'or et d'argent, le moindre fragment de vêtement. Ils ont transporté sur leurs épaules le tombeau du grand empereur Constantin, qui est parmi les saints. C'est Daniel Königsberg qui lisait cet extrait d'un texte de Constantin Stilbès à propos de la prise de Constantinople par les croisés en 1204. Ludivine Voisin, vous avez étudié cette domination latine qui s'est imposée notamment sur la Grèce. Alors, à quel moment cette domination apparaît ? Alors, la Grèce latine, elle se construit à partir de la troisième croisade, lorsqu'en 1191, Richard Cœur de Lion, en route vers la Syrie, prend l'île de Chypre, qui à ce moment-là n'appartient vraiment plus vraiment, à l'Empire byzantin, parce que il règne Isaac Comnène, un empereur autoproclamé, qui malgré tout se considère comme l'héritier des empereurs byzantins. La deuxième étape, c'est en écho à l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est le détournement de la quatrième croisade vers Constantinople par les croisés, qui vont prendre Constantinople et qui vont ensuite chevaucher cet empire byzantin et le conquérir presque complètement. Alors, dès le XIIIe siècle, en fait, les Grecs vont réagir, vont reconquérir des terres, notamment le sud du Péloponnèse, et puis Constantinople en 1261, reprise par Michel VIII, paléologue. Alors, les Latins se maintiennent. Alors, quand je dis latins, ce sont des Vénitiens, des Francs, des Génois.
ils se maintiennent dans cette Méditerranée orientale. À partir des années 1450, ce sont les Ottomans qui vont commencer à rogner cette domination latine, puisque les Ottomans vont vont conquérir le Péloponnèse, le duché d'Athènes, et puis au XVIe siècle, c'est Chypre, Rhodes qui vont être conquises, et puis au XVIIe siècle, c'est la Crète. Et malgré tout, ces latins se maintiennent jusqu'en 1797 à Corfou, par exemple, puisque Venise reste aux mains Corfou reste aux mains des Vénitiens jusqu'à cette date. Donc cette domination latine, elle s'étend sur plusieurs siècles et sur pratiquement toute la Méditerranée orientale. Pour les moines orthodoxes, que se passe-t-il? Parce que moines orthodoxes sous domination latine, on pourrait imaginer qu'il y a un léger souci pour eux. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces moines vont être intégrés à la juridiction pontificale. Certains vont trouver là un moyen de s'adresser à de nouveaux protecteurs, donc la papauté, l'aristocratie latine aussi va soutenir ces monastères grecs. Donc on parlait du schisme juste avant. Pardon. Il se trouve que pour l'aristocratie latine, la frontière du rite, de la pratique, n'est pas forcément opérante, puisque ces aristocrates latins soutiennent les monastères grecs par des donations. Ils fréquentent les monastères grecs et notamment les églises qui sont des sanctuaires de pèlerinage. Et on a aussi dans le Péloponnèse, en Crète, à Chypre, des témoignages de latins qui fréquentent l'office grec, certainement de manière quotidienne. Alors, c'est sans doute parce que dans les campagnes de cette Grèce latine, il y a une pénurie de prêtres latins. Donc, pour les aristocrates qui résident, alors c'est une minorité, mais il y en a quand même. Donc pour ceux qui résident dans les campagnes, il vaut mieux en fait aller à la messe grecque que ne pas aller à la messe du tout. Ce qui est vrai. Oui. Quand on se place comme ça, c'est vrai. Mais quand nous vous écoutons, Vincent Desroches et Divine Voisin, nous nous rendons compte combien notre représentation de cette période-là, qui nécessite pour la simplification des lignes très claires, un monde orthodoxe, un monde chrétien, et puis un monde byzantin, et puis un monde... Et en fait, non, ça ne fonctionne pas pour la Grèce. Vincent Desroches, il y a énormément de porosité, c'est extrêmement tissé comme histoire. Oui, bien sûr, parce qu'il y a une interpénétration qui, pendant longtemps, encore une fois, ne pose vraiment pas de problème. Ça apparaît plutôt au XIIe siècle, la conscience d'une forte différence des usages. Et à ce moment-là, tout le monde n'interprète pas comme une différence fondamentale. Beaucoup l'interprètent simplement comme des usages et traditions différentes qui, moyennant des petites corrections et ajustements, peuvent fonctionner. Et de fait, en 1204, les Vénitiens vont obtenir de nommer un patriarche latin de Constantinople, et dans leur esprit, il est patriarche aussi des Grecs de tout l'Empire. Ils ne conçoivent pas ça comme deux églises séparées. Et en face, plusieurs partie, semble-t-il, l'aurait accepté jusqu'à un certain point. Et le fait que l'Empire de Nicée, une dizaine d'années plus tard, nomme un patriarche à Nicée, est en fait la marque du début d'une résistance ecclésiastique orthodoxe, et fatalement d'une prise de conscience, d'un conflit de hiérarchie qui va se retrouver. Mais ce qui n'empêche pas énormément de collaboration au niveau local, avec... évidemment une très forte ambivalence. Par exemple, si on lit la vie de Savas le Jeune, qui mimait le saint fou à Chypre, il fait exprès d'entrer dans un monastère, c'est un saint errant vagabond, il fait exprès d'entrer dans un monastère latin, en semblant épier les moines lorsqu'ils sont à table et autres, pour en fait se faire pourchasser comme un voleur, et ainsi une sorte de martyr des latins. Et on voit bien qu'il y a des gens qui veulent exprimer une forme de résistance culturelle face au latin, d'autres qui s'en accommodent pas trop mal. Mais effectivement, l'évolution est quand même vers un durcissement progressif des attitudes, en général, avec néanmoins des exceptions. C'est à Latos qu'il y aura à la fois des moines très anti-latins, genre le mouvement palamite, mais c'est aussi là qu'avec des gens comme Kidonès, c'est un des frères, qui aura des manuscrits copiés de traductions de Thomas d'Aquin en grec, des écrits en faveur, disons, de rapprochement avec les latins. Et en fait, jusqu'en 1453, le débat continue dans l'Église orthodoxe.
Oui, c'est ça. C'est une multitude de positions possibles. C'est une mosaïque. C'est pas un hasard si les Byzantins sont des experts en mosaïque, parce que leur histoire elle-même religieuse et politique est une histoire de mosaïque. Nous parlons du mont Athos, oui, mais il n'y a pas qu'au mont Athos que nous trouvons des moines qui ont choisi des lieux exceptionnels. Ces monastères que vous voyez, sont des monastères qui ont été construits dans le XIVe siècle, parce qu'ici, dans le temps, le IXe siècle jusqu'au Xe, XIIe, il y avait les premiers ascètes qui, par les invasions des peuplades voisines, ont trouvé refuge sur ces roches-là. C'était très difficile aux envahisseurs de monter sur ces roches-là. Ici, ils ont trouvé asile, ils pouvaient alors suivre, continuer leur culte, et ils avaient leur défense. C'était vraiment difficile pour le ravitaillement et pour construire ces monastères, comme vous voyez. Mais avec les grands foi qu'ils avaient, ils avaient la capacité et l'aide suprême. Ils sont au nombre de combien, ces météores? Alors, dans les temps, il y avait 24 monastères. Ce sont les météores présentés dans les coulisses de l'exploit en 1968. Vincent Desroches, les météores. Alors là aussi, site absolument incroyable. Oui, le site géographique est totalement exceptionnel, effectivement, puisqu'il s'agit de pitons rocheux créés par l'érosion, qui dominent parfois de 200 mètres la vallée en dessous, avec des parois presque verticales. Ce qui fait que, et c'est l'une des raisons certainement de ces installations, pendant longtemps, on y accédait par des sortes de couffins suspendus à des cordes, avec le risque évidemment de partir un peu trop vite vers le bas, lorsque la corde s'usait. Et c'est certainement à la fois une protection de fait, contre l'insécurité, mais aussi pour marquer et figurer clairement cette part de distance du monde qu'ont les moines. Alors les météores, on n'a pas d'attestation bien ancienne sur eux. Là aussi, il se peut que les légendes monastiques le faillent remonter un peu trop loin, en fait. Mais ils doivent être là dès le 11e, 12e. Et la grande époque, c'est à partir du 13e. Et en particulier, ce qui donne un coup de pouce aux météores, paradoxalement, c'est l'empire serbe de Dušan dans les années 1340, qui se fait couronner empereur, mais empereur byzantin, par ce moment où les Byzantins ont de certains problèmes. Et il y a pas mal de donations aux météores. C'est un endroit qui a été un endroit de rencontre, évidemment, entre Serbes et Byzantins, comme d'ailleurs à l'Athos lui-même, pour en parler. Alors, il y a toujours eu quand même beaucoup moins de monde qu'à l'Athos. Et, si j'ose dire, il y a eu moins de rayonnement théologique. Je ne me souviens pas de figure aussi importante dans les débats théologiques, si vous voulez, au météore qu'à l'Athos. Mais ensuite, ça a marqué, non seulement bien sûr les visiteurs, parce que c'est vraiment quelque chose à voir, aussi ça fait partie des monastères que les Grecs d'aujourd'hui associent à la survie de l'orthodoxie sous la turcocratie après 1453. Oui, parce que 1453, Constantinople 1453 des Byzantins aux Ottomans, c'est un ouvrage que vous co-dirigez avec Nicolas Vatin, Vincent Desroches, 1453, quand les Turcs prennent Constantinople. Mais dites-nous, avec ce choix de lieu absolument incroyable, alors le mont Athos depuis longtemps, plus récemment les météores, le divin voisin, peut-on dire que ces moines orthodoxes sont, comme on a pu les présenter par la suite, les défenseurs d'une identité, d'une foi orthodoxe de la Grèce elle-même? Alors effectivement, cette question est très intéressante. J'ai le souvenir d'avoir visité un monastère crétois, le monastère d'Arcadie, qui est absolument magnifique, dans lequel il y a... c'est un lieu de mémoire de la guerre d'indépendance crétoise, puisque en 1866, des villageois se révoltent contre la domination ottomane, puisqu'à ce moment-là, la Crète est toujours sous domination ottomane. Et des soldats ottomans sont envoyés, et les moines recueillent la population dans le monastère. Et le lendemain, ils font exploser la poudrière et tuent des soldats ottomans qui sont entrés dans le monastère et se suicident en même temps. Et du coup, ils apparaissent comme des héros, des martyrs de la guerre d'indépendance. Et donc cette question, elle est très intéressante parce que se construit effectivement dans la littérature grecque l'image du moine résistant à la domination étrangère. Et d'ailleurs, la domination ottomane et la domination latine sont considérées en fait dans le roman national grec comme deux dominations étrangères qui rompent en fait la continuité historique entre l'Antiquité, Byzance chrétienne et la Grèce d'aujourd'hui.
Et donc le départ de mon enquête, c'était de savoir si effectivement ces moines avaient été des résistants à la domination étrangère. Alors on ne peut pas nier que des moines ont réagi contre les latins. On a des témoignages, par exemple, de moines à Constantinople dans les années 1220 qui refusent de prêter le serment d'obédience à l'Église latine. On a également, en 1476 à Rhodes, des moines qui refusent de commémorer le pape, puisque le Concile de Florence en 1439 a imposé la commémoration du pape dans les liturgies. Donc on a des moines qui effectivement se rebellent, réagissent, comme l'a dit Vincent Desroches tout à l'heure, à des choses qu'on essaie de leur imposer. Je précise toutefois que, d'une manière générale, l'Église latine n'a pas imposé de changement de rite ou de dogme. Mais par contre, la papauté était très attachée à ce serment, par exemple, parce que c'était pour elle la reconnaissance officielle de son autorité. Donc oui, on a des moines qui s'opposent à l'autorité latine. Malgré tout, ces témoignages sont plutôt rares. Et puis, ils font aussi suite en fait aux violences que les latins ont imposées aux Grecs forcément au moment de la conquête. Et on ne peut pas dire que continuellement les moines résistent à l'autorité latine. Et si nous nous plaçons après 1453, après que les Ottomans prennent possession de la région, je vais très vite sur la chronologie parce que tout cela se fait par étapes, je donne l'année 1453 parce que c'est la prise de Constantinople. Ensuite, peut-on dire que ces moines poursuivent, mais les faits sont là, ils sont toujours là, ils n'ont jamais quitté les lieux, donc ils n'ont pas été chassés, poursuivent malgré tout une forme de résistance, mais qui s'accommode de la domination, Vincent Desroches? Alors, résistance, effectivement, c'est un bien grand mot parce que l'image grecque moderne est un peu aussi influencée fortement par quelques cas de popes plutôt que de moines qui, dans la guerre d'indépendance grecque, ont vraiment pris le fusil et même été véritablement des généraux dans certains cas. C'est pas tellement le cas auparavant. Évidemment, il y a aussi le fait que l'insécurité dans les campagnes ottomanes vers la fin, à partir du XVIIIe, fait qu'effectivement, c'était normal pour un monastère d'être fortifié et d'être bien armé. Et on a des cas, mais malgré ces combats, il n'y a pas de volonté de résistance militaire après 1453, pour une raison extrêmement simple, c'est impossible de façon évidente. Ça n'a aucun intérêt. Ceux qui voulaient le faire à tout prix devaient le faire en fait avec les latins, dans ce cas-là. S'allier aux latins, c'était la seule solution. Et il y a eu le cas de l'expédition Orlov au XVIIIe d'un Russe au Péloponnèse avec le sultan tsariste, qui effectivement a du coup déclenché des rébellions locales mais qui ne sont pas allées très loin. La résistance, c'est plutôt une résistance culturelle, si j'ose dire. C'est là que les moines incontestablement maintiennent une forme de présence avec l'image aussi du monastère dans la montagne, justement on peut se réfugier un peu loin de l'oppression turque, où on peut se retrouver entre chrétiens comme ceux du Pélion en Thessalie par exemple, qui ne sont pas des monuments artistiques mais qui jouent un grand rôle à cette époque-là et maintenant encore comme témoignage. Alors ça joue d'autant plus un rôle que à partir de 1453, mais c'est un fait qu'on a déjà vu avant dans les pays musulmans, l'Église officielle en fait est soumise à des problèmes considérables de simonie, c'est-à-dire que tout simplement le pouvoir politique nomme évêque ou même patriarche celui qui paye le plus cher. Et donc ça entraîne tout un tas de phénomènes. Ensuite, il faut qu'il se récupère sur ses ouailles, ce qui ne le rend pas très populaire, et ça crée une forme de discrédit. Les moines restent relativement en dehors de ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça renjoint une tendance aussi d'histoire byzantine, où effectivement les moines semblent toujours être certes un peu en retrait de l'Église normale, mais en fait plutôt au-dessus d'elle, structurellement, moralement, théologiquement, être le vrai cœur de l'Église. C'est toujours ce paradoxe de ce monde des monastères isolés et en même temps complètement imbriqués dans la vie de leur temps, avec la nécessité de faire preuve de conscience, de constance, mais aussi d'exaltation. La constance de l'exaltation, il faut dire dans la première exaltation, nous prions pour notre très saint patriarche un tel. Il faut dire la deuxième exaltation du très pieux Basileus, la troisième de l'évêque de cette paroisse,
et la 4e du protos, ou bien de l'higoumène, ou encore du protoprêtre. On doit en revanche dire la 5e exaltation en se tournant vers l'Est et prier pour le peuple qui nous entoure, pour tous nos frères orthodoxes. Puis les prêtres et le peuple disent l'exaltation de la croix. Ensuite, ils entrent dans l'église et saluent en se prosternant devant l'honorable croix et on psalmodie l'astichère. Allons ceux qui croient au bois qui est source de vie. C'est une note marginale dans un manuscrit du XVIe siècle, lu par Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire. Dites-nous, Vincent Desroches, ces moines développent, bien sûr, dans leur monastère, la liturgie qu'ils connaissent, et ce qui vient en soi du monde grec orthodoxe. Y a-t-il une spécificité grecque? Parce que nous sommes dans un monde très particulier. Un monde grec sous domination latine un moment, ottomane de l'autre. Est-ce que ça crée une spécificité? Alors, dans la liturgie, pas vraiment, parce que même si les Grecs, donc après 1453, perdent pratiquement toute indépendance politique, en réalité, ecclésiologiquement, Constantinople reste le centre du monde orthodoxe, et en fait, c'est les autres qui suivent la liturgie grecque. Et même le patriarcat fait d'excellentes affaires avec les Russes en leur vendant, disons, des autorisations de faire ceci ou autre, parce que c'est lui qui reste l'arbitre de référence du droit international orthodoxe. S'il y a une spécificité grecque, c'est peut-être dans une imbrication plus étroite, paradoxalement, avec le monde ottoman. Je dis bien ottoman et par turc, avec cet empire multinational où les Turcs sont en fait surtout la base militaire par bien des côtés, mais où les sultans et la haute administration sont très souvent pas si turcs que ça. Et par tradition historique, ils ont depuis longtemps été intégrés dans les élites. Il y a des Grecs au service des sultans bien avant 1453 et à plus forte raison après. Tandis que les périphéries comme Serbes, Bulgares et Roumains ont peut-être plus à ce moment-là une conscience de leur singularité nationale, parce que les Grecs se pensent toujours comme de l'Empire universel. Ils ne s'en pensent pas vraiment comme une nation, si vous voulez. Les nations, c'est les autres, d'une certaine manière. Et une conscience proprement grecque émerge relativement lentement, à la fin du Moyen-Âge, on en note des exemples des XIIIe, et là aussi, à l'approche du XVIIIe, XIXe, où les Grecs peuvent, ou tout le moins l'élite cultivée grecque, des gens comme Coraïs, qui sont influencés par l'Occident, peuvent penser la Grèce de nouveau comme une nation à côté d'autres. Oui. Tandis que les vrais Byzantins se pensaient comme l'Empire universel. Vincent Desroches, vous êtes professeur à Sorbonne Université. Vous avez écrit, je l'ai dit, Constantinople 1453 des Byzantins aux Ottomans avec Nicolas Vatin. Et puis entre Rome et Islam, les chrétientés d'Orient. Dans cette réflexion de la création d'une identité nationale grecque, nous sentons bien que nous sommes à un moment tardif, 18e siècle. Nous sommes à ce moment-là. Quelle est la place, en fait, dans cette histoire que l'on accorde à ces moines perchés dans les météores ou calfeutrés sur le mont Athos? Ils deviennent essentiels dans cette construction d'une identité. Oui, ils le deviennent, ils l'ont toujours été un peu, parce que les moines aussi restent dans une interaction, souvent en particulier à la campagne, même s'ils ne sont pas toujours à la campagne. Ils sont des propriétaires terriens, mais aussi des protecteurs, d'une certaine façon des soutiens. Leur rapport avec la population est donc plus étroit sans doute que dans le monde occidental. On entre facilement dans un monastère orthodoxe, c'est ça que lorsque vous entrez, vous avez l'impression d'être dans une grande maison familiale. Il y a la différence bien sûr entre monastère masculin et monastère féminin et une légère clôture, mais il était normal à l'époque de faire des études au monastère, que les moines sortent du monde pour aller faire de la catéchèse, plaider, gérer des propriétés en dehors et autres. Il y a une interaction très forte. Alors c'est ce rôle-là surtout qu'on retient effectivement, avec l'idée que la plaine, les villes étaient trop sous la main des Turcs et qu'effectivement il y a une sorte de réserve d'authenticité grecque qui est souvent liée à la montagne. Comme dans d'autres pays, la montagne en Grèce joue un véritable rôle d'enjeu symbolique, considérable, de refuge de l'hellénisme. Voilà, comme le désert dans d'autres lieux. Ludivine Voisin, vous nous avez dit que vous avez visité un monastère crétois, disons-le, sur le mont Athos. Cela aurait été bien plus difficile pour vous, même impossible. Faut rappeler, c'est un lieu interdit aux femmes. Tout à fait. C'est quelque chose aussi qui fait partie d'une réflexion, d'une identité. Et ce sont des lieux qui sont
extrêmement fermé aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, l'historienne, au moment de travailler sur ce sujet-là, n'a pas accès à tout. S'il est un homme, s'il est une femme. Tout à fait. Malgré tout, il y a des femmes qui travaillent sur le mont Athos. Mais effectivement, elles travaillent sur des archives qu'ils ont publiées. Elles ne peuvent pas se rendre sur la péninsule, malheureusement. Voilà. Et juste dans toute cette réflexion, Vincent Desroches, Ludivine Voisin, au moment de travailler sur cet univers extrêmement complexe, nous sentons bien comment cette étude ne peut se faire qu'au scalpel. Vincent Desroches, c'est bien ça, c'est une étude qui ne se permet pas d'être simple, sans quoi l'erreur est là. Et on va me dire c'est pareil pour tout le monde, mais là c'est extrêmement complexe. C'est vrai que bon, dans tout étude et objet historique, il y a la pluralité et la complexité, mais c'est vrai qu'à Byzance, pour le monachisme, c'est particulièrement net. Et l'un des facteurs, sans doute, c'est aussi cette très forte autonomie des monastères qui est depuis le départ une de leurs caractéristiques. Et il n'y a pas le contrôle d'un ordre monastique. Chaque monastère est plus ou moins indépendant. Il y a des traditions, des courants, des tendances, mais pas ce côté monolithique que peuvent avoir les ordres religieux occidentaux ou leur rapport à la papauté, également beaucoup plus étroit. Et c'est en ça que l'on parle encore, ça existe, une république monastique du mont Athos. Merci à tous les deux, Vincent Desroches, Ludivine Voisin, de nous avoir offert cette petite balade en Grèce dans des lieux, malgré tout, extrêmement fermés.